Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi 24 février. Un an après le début du conflit en Ukraine, jusqu'où ira la guerre? Que retenir du discours à la nation de Vladimir Poutine? Nous serons dans quelques instants avec Jean-Claude Allard, chercheur associé à l'IRIS. Fin de l'aventure pour l'AS Monaco en Ligue Europa. Les Monégasques ont été éliminés hier par le Bayer Leverkusen. Réaction de Malansar et des supporters dans ce journal. Les experts de l'océan réunis à l'ONU pour trouver un accord juridique sur la haute mer. Nous serons en duplex avec notre envoyé spécial à New York, Alexandra Pani, pour évoquer ce sujet. Puis nous aurons l'honneur de recevoir Thomas Pesquet, l'astronaute français et l'invité du Salon Magic, salon dédié à la pop culture. Il sera également avec nous ce soir sur Monaco Info. Le 24 février 2022, la Russie débutait son invasion de l'Ukraine. Alors que les opérations offensives se poursuivent sur le sol ukrainien, Vladimir Poutine a prononcé mardi son discours à la nation. Que retenir de son intervention réalisée devant l'élite politique du pays? Pour le savoir, nous sommes avec Jean-Claude Allard, chercheur associé à l'IRIS. Bonsoir. Bonsoir à tous. Virulent, véhément, les qualificatifs ont été nombreux pour qualifier le discours à la nation de Vladimir Poutine. Quel serait le vôtre? Écoutez, je ne l'ai pas écouté en tant que tel, je l'ai lu sur le papier. Donc ça permet de prendre une certaine distance pour mieux analyser en fait. Première partie qui est la justification de son attaque et un message destiné à sa population, dans lequel il fustige l'Occident et lui dit attention, cette partie du monde, si je puis dire, est dangereuse et elle nous en veut. Et donc, il essaie de galvaniser ses troupes et bien entendu, il critique l'Occident aussi bien dans ses actions passées que dans son action actuelle de soutien de l'Ukraine. Après, il y a un deuxième discours aussi que j'ai soulevé et que j'ai lu parce que il faut aussi regarder comment il essaie de cristalliser sa nation derrière lui, parce qu'il est quand même en situation difficile. Beaucoup de Russes quand même commencent à se demander dans quelle aventure ils vont aller, etc. Et il a développé un certain nombre de mesures à destination des citoyens russes, que ce soit des prêts pour faire de la construction, des aides aux soldats, etc. Puis enfin, il y a un troisième discours qui est cette affaire sur l'abandon du dernier accord qu'il y avait encore avec les États-Unis, ce qui prouve bien que son ressentiment est porté principalement contre les États-Unis et menace peut-être en fait des équilibres nucléaires futurs. On le précise, Jean-Claude Allard, notre attention était focalisée sur les propos de Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine, mais cette intervention est annuelle, elle est habituelle. C'est un discours fait du calendrier qui tombe un an après le début de la guerre en Ukraine. Exactement, par le calendrier, ça tombe dedans. C'est une pratique qui a peut-être été reprise au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, enfin un peu après, sur les pratiques américaines, où il y a le discours sur l'état de l'Union entre janvier et début février, et là, c'est la même pratique. Donc nécessairement, ça parle, il doit parler de la vision qu'il a de son pays, mais là, dans ce discours-là, eh bien, toute la vision qu'il a sur le pays, c'est-à-dire la deuxième partie du discours dont j'ai parlé, et on voit bien organiser, monter pour souder le peuple de façon à réaliser ce qu'il avance dans la première partie, c'est-à-dire cette guerre en Ukraine dans laquelle il sent bien qu'il faut que la population le suive. Vous l'avez dit aussi, il a clairement pointé du doigt l'implication de l'Occident. L'Occident veut en finir avec la Russie, c'est ce qu'il a dit. Pour lui, c'est une guerre qui dépasse le territoire ukrainien. Il a développé une véritable haine pour les États-Unis. Et maintenant, quand on regarde, si je puis dire, une carte ou des éléments, le mieux on peut rencontrer physiquement, faire montrer sa force les États-Unis, eh bien c'est l'Ukraine, puisque tous les autres pays d'Europe sont protégés par l'OTAN et l'article 5,
que les pays asiatiques sont des pays comme les frontières russes, il y a la Chine, l'Azerbaïdjan, etc. Ce sont des pays qui ne comptent peu sauf la Chine, et il n'y a pas les États-Unis là, et donc c'est ça son problème. Pas un mot en revanche sur la stratégie de la Russie dans ce que le Kremlin a toujours qualifié d'opération militaire spéciale. Je dirais que ça peut être pas conséquence, parce qu'en fait c'est un discours interne à la Russie pour dire à son peuple, regardez, c'est qu'on va pas se lancer dans une catastrophe, dans quelque chose de catastrophique qui va engager notre avenir. Mais force est de constater qu'au bout d'un an, la Russie n'est pas au mieux de l'armée russe n'est pas au mieux de sa forme, la Russie non plus, et donc on a bien une guerre, mais peu importe, on ne veut pas qu'on parle de guerre, mais pour tout le monde, il est clair que c'est une guerre. On ne tire pas 60 000 obus par jour, parce que c'est ce que fait la Russie parfois dans une opération militaire spéciale. Et vous, Jean-Claude Allard, quelle vision portez-vous un an après cette guerre en Ukraine, un an après le début de cette guerre ? Ce qu'on voit, c'est un conflit effectivement qui dure depuis un an et qui a manifestement beaucoup de probabilités de continuer encore longtemps. C'est un conflit qui présente les caractéristiques suivantes. La première, c'est que une guerre civile interne en Ukraine depuis 2014 qui a permis à la Russie de prendre un pied dans le Donbass en aidant les dissidents. Et puis, troisièmement, c'est ce conflit majeur dont Poutine parle depuis 2004, mais surtout reprenant le texte de son allocation de 2007 à Munich, où il est les Américains, je n'accepte pas la façon dont ils dirigent le monde, et un jour, j'utiliserai la force pour modifier ce statut. Bien, merci beaucoup Jean-Claude Allard d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour évoquer donc les 1 an de conflit en Ukraine. Merci. Merci beaucoup. Dans un tout autre domaine en football, l'aventure européenne a pris fin hier pour l'AS Monaco. Les joueurs de Philippe Clément ont été éliminés au tir au but après un match à rebondissement face au Bayer Leverkusen. Avant d'écouter la réaction du défenseur monégasque Malang Sarr, Juliette Rappert est allée recueillir les impressions des supporters à l'issue de cette rencontre. Très difficile pour Monaco en première, deuxième mi-temps, dès le changement, c'était une autre équipe, le top. Et puis malheureusement, les pénaltys, c'est fatal pour eux. Monaco, il méritait de gagner. Pourquoi ? Parce que vers la fin, on poussait on méritait de marquer un but. Ils ont assuré, ils ont bien joué, ils méritaient, mais pas de chance. Bien, mais le gardien, c'est une passoire. Je suis triste de la défaite et normalement, on doit avoir plusieurs coups francs, mais l'arbitre n'a pas accordé le coup franc. Finir au tir au but, ça fait toujours mal au cœur. J'en ai pas eu beaucoup ici, mais finir comme ça, c'est dommage. On a cru à la victoire, mais bon, Bayern était plus fort, mais voilà. Très bon match, mais malheureusement une défaite. Et bon, on espérera que l'année prochaine, ça passera mieux. Oui, des supporters forcément déçus, mais fiers de leur équipe. Le discours à la sortie des vestiaires était le même. Je vous propose d'écouter donc la réaction du défenseur monégasque Malang Sarr. Beaucoup de déception ce soir, surtout avec le match qu'on a proposé. Les 2 matchs, je pense que avec la physionomie du match, je pense qu'on a vu nos qualités, on a vu ce qu'on a apporté, on a vu ce qu'on a produit comme jeu, et je pense que c'est dommage et c'est vraiment pas mérité de finir aujourd'hui en étant éliminé de ces compétitions. Quand on regarde généralement, je pense que ce soit même sur le match aller, on a eu beaucoup de maîtrise sur ce match-là où on gère bien la première mi-temps. On prend un but qui est évitable. Après, ils ont réussi à concrétiser leurs occasions qui étaient des demi-occasions. Mais je pense que dans l'ensemble, on peut être fiers de nous. Mais forcément, il y a des regrets parce qu'on avait ce match-là en main. On avait les capacités de tuer ce match-là. On a eu les opportunités aussi. Donc je pense que c'est ça qui est le plus rageant à la fin. Et il faudra vite digérer cette élimination et se remettre en jambes. Car dimanche, l'AS Monaco reçoit l'OGC Nice pour le derby de la Côte d'Azur. Direction New York à présent, où depuis le début de la semaine, les États membres de l'ONU ont entamé des négociations afin de parvenir à un traité pour protéger la haute mer. Il y a 2 mois, à la COP15 pour la biodiversité à Montréal, les gouvernements se sont accordés pour protéger 30% des océans d'ici 2030, mais sans un traité fort régulant la haute mer, cet objectif semble compliqué
à atteindre. Ce dossier est donc capital pour la protection du vivant, mais également très complexe. Alexandra Pani, vous êtes sur place pour Monaco Info. Quels sont les enjeux de cette conférence intergouvernementale ? Les négociations durent depuis plus de 15 ans. C'est dire l'enjeu de ce traité BBNJ qui a comme but d'élaborer des règles pour protéger la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. La haute mer représente la moitié de la surface de notre planète et les 2/3 des océans. Mais à l'heure actuelle, aucune règle ne protège ces eaux profondes. Cet accord, lui, il sera destiné à la protection de la biodiversité. Mais quand on le regarde, on essaie de disséquer un peu son intitulé. Il y a deux objectifs dans cet accord. Il y a la conservation, il faut conserver, mais il y a aussi l'exploitation. Cette exploitation doit être durable. Donc, et dans ce cadre-là, l'accord va bien sûr, il va tourner autour d'un certain nombre de points. Donc, parmi ces points-là, il y a bien sûr la question des aires marines protégées, la question des ressources génétiques marines, la question des études d'impact environnemental et le renforcement des capacités de transfert des technologies. Donc, tous ces éléments-là devraient permettre d'avoir une protection efficiente de la biodiversité dans les zones au-delà de la juridiction nationale. L'intensification de la pollution, la surpêche ou encore le réchauffement des eaux dû au changement climatique rend la prise de décisions pressantes. Alors pourquoi ces négociations durent depuis presque 20 ans ? La haute mer débute là où s'arrêtent les zones économiques exclusives des États. Dans cette zone que l'on appelle plus communément eau internationale, de nombreux intérêts sont en jeu. C'est un spectre très large de questions qui nécessitent à la fois des considérations juridiques, des considérations scientifiques et des considérations pratiques. Il faut garder en tête que des avancées majeures ont été faites, notamment sur la partie des aires marines protégées dans laquelle Monaco est le plus actif. Nous sommes en train, parce que ce n'est pas encore fini, mais nous sommes en train d'établir un processus pour créer des aires marines protégées et un réseau d'aires marines protégées en haute mer, avec une conférence des parties qui puisse adopter des mesures concrètes qui soient contraignantes pour les États. Ce qui a pêché, c'était un petit peu de temps, et les positions des États partaient d'un petit peu trop loin pour tout régler en 2 semaines en août, mais c'est pour ça que nous revenons maintenant avec beaucoup de détermination. Une atmosphère optimiste, déterminante pour arriver à un accord juste et équilibré qui pourra rassembler une majorité d'États. Après 2 échecs en 2022, cette session serait donc réellement la dernière ligne droite, on l'espère ici à New York, pour un instrument juridique véritablement contraignant. Et les négociations se poursuivent jusqu'au 3 mars au siège des Nations Unies à New York. Nous suivrons bien évidemment ce dossier de près. Il est temps à présent d'accueillir un invité qui nous aura fait partager son aventure comme personne. Des fabuleux clichés pris depuis l'espace. Thomas Pesquet est actuellement en principauté. L'astronaute français est l'invité du salon Magic, organisé par Shibuya Productions. Il est également notre invité ce soir. Bonsoir Thomas Pesquet. Bonsoir. Un astronaute invité à un événement consacré à la pop culture, cela peut paraître surprenant. Comment vous avez accueilli cette invitation de la part des organisateurs ? Eh ben moi j'ai trouvé que j'aime bien créer des ponts en fait entre différents univers. Je l'ai fait un peu avec le sport, la musique, parce que je pense que l'exploration spatiale ça parle à beaucoup de gens, et notamment la pop culture pour le coup c'est nourri de l'exploration spatiale. Il y a énormément de dessins animés, de mangas, de BD qui parlent de l'espace, qui parlent de ce qu'on y fait là-haut et qui projettent tout ça dans le futur, donc je trouvais ça intéressant de venir les rencontrer. Oui, il y a des mangas comme Space Brothers qui parlent justement de l'espace. Vous avez été aussi au cœur d'une bande dessinée de Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez lu ? Eh ben, je ne l'ai jamais lu en entier parce que en fait, j'ai beaucoup participé à sa rédaction. On avait mené ce projet avec Marion depuis le début. Au début, on voulait faire un blog et puis elle m'avait suivi pendant toute ma première mission. Et finalement, il y avait tellement de contenu qu'on a décidé, elle a décidé d'en faire une BD. Et donc, par petits morceaux, je l'ai beaucoup aidé, j'ai beaucoup relu, j'ai beaucoup revu, mais je ne l'ai jamais lu en entier. Je ne sais pas pourquoi, c'est un espèce de petit réflexe que j'ai. J'aime pas trop lire ou regarder les choses en entier quand elles sont faites sur moi. C'est comme ça. C'est un peu dérangeant. La pop culture, les mangas, le cosplay, c'est un domaine qui vous intéresse ?
Oui, alors moi je suis pas un spécialiste du tout, il y a des choses que je découvre, notamment le cosplay, même si je sais ce que c'est, j'en ai jamais vu en vrai. J'ai jamais pratiqué évidemment, moi c'est l'uniforme d'astronaute qui est mon seul costume. Mais non, en grandissant, j'avais une petite attirance pour le Japon. Moi je faisais du judo, c'est venu comme ça en fait, et puis c'était un peu dans l'air du temps. Mon grand frère, il est ingénieur en informatique, donc lui il a toujours été un peu plus jeu vidéo. Donc oui, j'ai des accointances avec le domaine, mais encore une fois, je viens ici pour découvrir. Vous regardiez quel dessin animé quand vous étiez petit ? Je regardais tout, alors j'avais pas souvent le droit de regarder la télévision parce que mes parents étaient assez stricts là-dessus, mais quand on le faisait, on regardait Albator, on regardait les Chevaliers du Zodiaque, on regardait toutes les choses de notre âge qui venaient donc beaucoup du Japon à l'époque. Hein. Olivier Tom aussi ? De vous retrouver à côté de Yoshi Takahashi, peut-être, c'est assez impressionnant ? Oui, c'est assez impressionnant parce que moi, j'étais pas footballeur. Mon frère était footballeur. Lui, c'était un grand fan et un peu plus âgé que moi. Et ouais, c'est rencontrer ces gens en chair et en os, c'est toujours intéressant de voir un peu les coulisses du spectacle. Et c'est un peu comme nous, en fait, quelque part. Il y a ce qu'on montre, il y a ce à quoi les gens ont accès. Puis après, il y a les coulisses, il y a les hommes et les femmes qui font ça. Donc, je pense que ce festival, c'est un super endroit, justement, pour se balader un peu dans les coulisses de la pop culture. Et vous y donnerez donc une conférence demain au Grimaldi Forum. De quoi allez-vous parler, Thomas Pesquet ? Moi, je vais parler essentiellement d'espace. C'est quand même mon sujet de prédilection. Je vais essayer de raconter un peu cette mission que les gens ont peut-être suivie, peut-être pas. Encore une fois, un peu du côté des coulisses et puis en profiter pour parler un petit peu du futur. Aujourd'hui, on est dans une période de l'exploration spatiale. Il se passe beaucoup de choses. Dans quelques années, on va aller remettre le pied sur la Lune. On espère aller même beaucoup plus loin. Donc, c'est toutes ces histoires-là, toutes ces possibilités-là, tous ces futurs-là que je vais essayer de raconter. Ouais. Et je crois savoir que le réalisateur Mathieu Kassovitz sera à vos côtés demain ? Oui, c'est tout à fait vrai. Ouais, Mathieu Kassovitz, qui est un grand fan d'espace. On ne se voit pas très souvent, mais je l'ai rencontré il y a 10 ans pour la première fois. Et ouais, il est fan d'espace et on parlera beaucoup de ça, je suis sûr. Vous parliez tout à l'heure des futures missions. On ne peut pas parler justement des missions que vous avez réalisées dans l'espace. Ça fait quoi de vivre l'apesanteur de caresser les étoiles ? Alors malheureusement, c'est un sentiment auquel on s'habitue, c'est toujours ce que je dis, on s'habitue à tout, donc au bout de quelques jours, parfois, ça paraissait normal, mais on essaie de se pincer pour y croire, mais vraiment le sentiment, il y en a plusieurs, hein, mais il y a un sentiment d'être un peu libéré de toutes les contraintes du corps, en fait. Tout d'un coup, on peut voler, tout d'un coup, on peut déplacer des charges extrêmement lourdes, c'est comme avoir des super pouvoirs, donc il y a un côté vraiment un peu magique. Et puis il y a un côté un peu, moi je trouvais optimiste, parce que si on arrive à faire ça, si on arrive à se mettre d'accord internationalement entre des pays qui ne parlent pas la même langue partout dans le monde pour construire une station spatiale ensemble pour des bonnes raisons, pour des raisons de coopération et de recherche, je me dis qu'il n'y a quand même pas grand-chose qu'on ne peut pas réaliser en tant que genre humain. Donc moi, ça m'a donné quand même un peu, pas une confiance naïve, mais un peu une confiance quand même en l'avenir et en ce qu'on est capable de faire. Et ça vous démange de repartir éventuellement la mission Artemis en 2025 ? Ouais, mais je suis pas le seul, évidemment, on va être plusieurs à se porter volontaire pour cette mission, mais ce qui est intéressant, c'est que en partenariat, encore une fois, tout se fait en partenariat international dans l'espace. Hein. L'espace, c'est trop grand pour qu'un seul pays, une seule nation y arrive tout seul, même les États-Unis. Donc, en partenariat, on a décidé d'y aller tous ensemble. L'Europe en fait partie avec l'Agence spatiale européenne que je représente moi. Au sein de l'Agence spatiale européenne, il y a plusieurs nations, évidemment. Tout le monde va lever la main pour être volontaire. Ce qui compte, c'est que l'un d'entre nous y aille et puis qu'on construise ce programme comme on l'a fait avec la station spatiale il y a 20 ans, c'est-à-dire que ça nous donne un accès un peu pérenne à la surface de la Lune pour y faire de la recherche, de l'exploration, pour que ça bénéficie aux citoyens européens au final. La Lune, finalement, c'est le Graal, Thomas Pesquet ? Pour une carrière d'astronaute, oui, c'est certain. Alors le vrai Graal, ce serait Mars. Sans je chuchote tout bas parce que Mars, c'est encore beaucoup plus loin, il y a encore beaucoup plus de problèmes à réaliser. On va y arriver, mais ça va peut-être prendre un peu plus longtemps. Mais déjà d'aller sur la Lune, ce serait complètement incroyable, je pense. On a tout ce qu'il faut pour le faire. On l'a fait dans les années 60-70. On se rend compte maintenant à quel point ça a nécessité un effort incroyable. Hein. C'était 5% du budget du gouvernement américain. Aujourd'hui, on est à 0,0005%. Donc évidemment, c'est pas les mêmes budget, on accepte aussi un petit peu moins de risques. À l'époque, ils ont pris beaucoup de risques. Aujourd'hui, on le fait de manière plus sûre, c'est plus difficile. On se rend compte de tout ça, mais on sait aussi que c'est l'aventure de toutes les aventures, en fait, que si on emmène avec nous un peu l'espèce humaine sur Mars, mais de manière plus pérenne, parce qu'on veut y rester, on veut y faire une base, on veut pas juste y planter un drapeau, ensuite, ça va nous ouvrir tous les possibles pour aller encore beaucoup plus loin dans l'espace. On espère en tout cas que vous nous ferez voyager bientôt à travers vos différentes aventures. Merci infiniment de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous sur Monaco Info. Et puis on le précise, Thomas Pesquet, vous êtes donc l'invité du Salon Magic qui débute demain au Grimaldi Forum. Merci. Merci à vous.
Et restons dans le thème de la pop culture avec la sortie du tome 9 de Blitz. Le nouveau volet de ce manga Made in Monaco nous permet de suivre Tom dans des situations aussi surprenantes qu'imprévisibles. Le tome 9 est à se procurer chez tous les bons libraires. Dernier week-end pour profiter de la piste de roller à ciel ouvert. La Roller Station fermera ses portes dimanche pour opérer ensuite sa transformation pour la période estivale. On retrouve à présent Yannick de Bever pour vos prévisions de météo. Bonsoir Yannick, quelle est la tendance pour le début du week-end ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Il ne fera pas beau mais il ne pleuvra pas et c'est déjà pas mal. Pour ce samedi, c'est un temps mitigé qui vous attend avec un soleil timide qui aura du mal à faire sa place au milieu des nuages. Un petit vent vous accompagnera pendant la journée. Les températures devraient se situer entre 12 et 15 degrés. Enfin, pour ce samedi 25 février, les Roméos seront à l'honneur. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Frédéric Nébinger qui met à l'honneur ce soir une nouvelle activité proposée aux affiliés de Fightheads Monaco, des ateliers théâtre. Excellente soirée à tous et à demain, samedi, pour votre édition du week-end.